Salut à tous, c'est Bismart, rediffusion de l'été. D'abord un groupe industriel formidable et puis ensuite, on va dire deux conséquences de cette année incroyable, les mutations du commerce, oui encore les mutations du commerce, et puis comment est-ce que des grands dirigeants ont traversé ça. Il se trouve qu'il y a une historienne qui est en train d'écrire l'histoire des dirigeants dans le Covid. C'est parti, c'est Bismart. Hubert de Boisredon qui est avec nous, le PDG d'Armor. Bonjour Hubert. Bonjour Stéphane. C'est super intéressant parce que, en fait, ce qui motive cette invitation se révèle une fois qu'on regarde l'entreprise, que vous faites, etc., un petit peu anecdotique. Au regard de tant d'ailleurs, l'évolution. C'est pour ça que j'ai appelé ça développement par l'innovation, c'est-à-dire l'évolution, mais on va en parler, de ce que vous fabriquez, le point de départ, les points d'arrivée, etc. Que en ce qui concerne le management, l'actionnariat salarié, enfin voilà, c'est quand même très très intéressant tout ce qu'il y a au cœur d'Armor. Donc on est pas très loin de Nantes, c'est ça hein? On est à Nantes, le siège, et l'usine à la Chevrolière, à 15 km au sud de Nantes. 274 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça toujours À peu près, on va s'approcher tout doucement des 300 cette année. 1900 salariés? Oui. Donc ça veut dire un... On est 700 en France, le reste à l'étranger. Armor exporte 85% de sa production. Donc c'est des forces commerciales qui sont à l'étranger? Et industrielles. On a une trentaine de sites industriels et logistiques dans le monde entier sur les 4 continents. D'accord. Non, mais parce que 274 millions d'euros, 1900 salariés... Et normalement, c'est dans la distribution qu'on est avec des ratios comme cela, moins dans l'industrie quand même. Mais en fait, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Armor, c'est une entreprise industrielle historique, elle a pratiquement 100 ans. Ouais. Au départ, c'était le papier carbone, les rouleaux de fax, les rubans de machine à écrire, les cartouches jet d'encre, cartouches laser, et maintenant, de ce qu'on appelle des rubans transfert thermique qui impriment 6 étiquettes code barre sur 10 en Europe, 3 sur 10 dans le monde, et tout ce qui est information variable sur emballage. Comment ça 6 étiquettes code barre sur 10 en Europe? En Europe, et presque 8 sur 10 en France. Et ça fait combien? Je veux on fabrique 5000 km de films par jour. Les étiquettes code barre, vous en faites combien chaque jour? Ah bon, on en fait des millions. Mais oui, c'est ça. Des millions. En fait, nous, on fait les consommables qui impriment les codes barres. Vous achetez votre saumon frais, il y a un code barre dessus. Ouais. Ça va être un code barre qui va être adapté pour durer 3 semaines. Ouais. Mais vous achetez votre voiture, il y a un code barre sur la pièce qui doit résister à la chaleur, à la boue, à la graisse, etc. C'est un code barre avec une encre spéciale. Tout ça, c'est Armor qui fabrique le consommable qui va imprimer le code barre adapté à chaque situation. Le consommable qui va imprimer le code barre. Voilà, c'est ça. Ce qui fait d'ailleurs que... Donc le consommable, c'est l'encre, en fait. C'est le ruban ancré. C'est le ruban ancré. Et on appelle ça transfert thermique parce que l'imprimante il y a une tête chauffante qui va déposer cette encre spéciale sur le support, l'étiquette, pour en fait de délivrer un code barre, un QR code, toute information variable sur emballage. Je comprends que ce soit spécifique pour la voiture. Pourquoi est-ce qu'il faut une impression spécifique pour le bout de saumon qui va effectivement durer 3 jours? Mais oui, parce que tout ce qui est alimentaire, il ne faut pas qu'il y ait de l'encre qui gicle ou un bout de laser qui... donc il faut que ce soit une impression parfaitement... Et puis il faut qu'il résiste au froid, il faut qu'ensuite... Voilà, exactement. Oui. Il faut que ce soit une impression parfaitement propre. Un code barre, ça doit être extrêmement précis parce que vous savez, quand vous regardez un code barre, chaque ligne a une largeur différente. Donc ça demande une impression efficace, rapide, parfaite. Et ça, c'est la spécialité. Armor est le spécialiste de l'encre et des consommables d'impression. Vous savez, c'est notre savoir-faire. Hubert, à quoi ça m'a fait penser quand je regardais la boîte? Alors, prenez-le comme vous voudrez. Ça m'a fait penser à Bolloré. Bolloré qui hérite en Bretagne d'une usine dont le boulot est de faire du papier très très fin pour rouler des cigarettes. Oui. Et qui derrière, parce qu'il a une technologie d'extrême finesse, se tourne par exemple vers les batteries, vers une technologie de batterie très particulière, avec des polymères là encore très très fins. Oui. Et j'ai l'impression que vous aussi, sur la base du papier carbone, derrière, en fait, vous ouvrez tout le champ des possibles. Mais ce que vous dites n'est pas un hasard, parce qu'en fait, le point commun, c'est ce qu'on appelle la technologie d'induction de couche mince sur film mince. Ouais. Et par exemple, on va fabriquer des films aussi collecteurs pour les batteries sur la même technologie. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on est un peu cousins, si vous voulez, dans les technologies. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est une ETI française qui est le spécialiste mondial et qui est devenu en 20 ans, on était numéro 3 ou 4 en 2004,
On est aujourd'hui de loin le leader mondial de cette technologie de l'impression transfert thermique pour l'impression des codes barres. Et là où c'est intéressant... Oui, mais alors c'est là que je suis presque un peu déçu par le chiffre d'affaires. 274 millions d'euros. Parce qu'on est sur... leader mondial, donc... Vous savez, le code barre, c'est petit, et on est sur une niche de marché. Ouais, c'est ça. On est sur un marché global qui va faire à peu près 1 milliard d'euros. Mais d'où, alors, effectivement, le sujet qui devient super important, parce que je suis leader avec 274 millions d'euros, donc il faut que je parte ensuite sur d'autres territoires. Oui. Et là, si vous êtes là aujourd'hui, maintenant, c'est cette annonce, donc, de films photovoltaïques. Alors, souple et mince. Organique. Alors j'ai noté le truc. Film photovoltaïque organique souple. Mais organique, de quoi organique? Organique, ça veut dire. Il a une vie propre, le film. Maintenant, organique, ça veut dire sont des dérivés d'oxygène, d'hydrogène, de carbone. Il n'y a aucun métaux rare. C'est 100% développement durable. C'est ça. Si vous voulez. Organique, c'est à l'anglaise, quoi. Organique. C'est organique. Comme les graines. La chimie organique. Ouais, d'accord. C'est issu de la chimie organique. D'accord. Donc, si vous voulez, on est là dans de l'innovation d'Armor, dans la tradition d'innovation d'Armor, qui n'a cessé d'innover tout le temps. Et depuis une dizaine d'années, en fait, on a combiné deux choses. C'est ce savoir-faire de formulation de l'encre et d'induction de couche mince sur film mince qu'on a croisé avec une conviction qui est notre industrie doit servir à lutter contre le réchauffement climatique, à apporter quelque chose pour la planète. Comment on peut combiner ces deux choses-là? Et c'est là où les équipes sont extraordinaires, parce qu'en fait, en leur donnant ce défi de combiner les deux, elles sont revenues avec deux projets magnifiques. Le projet, c'est de réinventer le panneau solaire photovoltaïque classique. Vous savez, un panneau, c'est lourd, c'est 10 à 15 kilos du mètre carré, c'est plat, c'est opaque, etc. Alors, d'abord, on n'est pas obligé sans arrêt... Comment est-ce que je veux dire ça avec infini respect, mais je pense qu'on peut aussi parfaitement légitimement dire waouh, on s'est rendu compte qu'il y avait un sacré business à faire avec ça. On n'est pas obligé de dire on s'est demandé ce qu'on allait faire pour sauver la planète. Alors, non, Hubert. Je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir parce que je pense que la motivation de départ, ça a été de se dire on a une tradition d'innovation, mais on pense qu'aujourd'hui, il faut que l'entreprise contribue aux enjeux de société. C'est vraiment, c'est une motivation personnelle en tant que dirigeant. Non, mais je respecte ça. Et en fait, voilà. Alors bien sûr, évidemment, si on veut le faire, c'est pour que ça réussisse. Ben oui. Mais je pense qu'il y a aussi à regarder l'état du monde tel qu'il est. L'état du monde tel qu'il est, on voit bien qu'il y a une limite et que si les entreprises ne s'engagent pas pour aller résoudre les problèmes, pas uniquement dans le but d'abord de gagner de l'argent, mais de se dire, OK, il y a des sujets à attaquer, on va les attaquer. Et bien sûr, si on vise juste, ça va être rentable. Mais je pense que la motivation est très forte et c'est ce qui a fédéré l'ensemble des équipes, ce qui fait que Armor, je pense, est une source d'inspiration et de motivation extraordinaire. On parle de la belle histoire d'Armor parce que les gens qui sont... Je vais y aller. Bon. Alors, je vais rentrer. Je vais rentrer dedans parce que ça m'a... Alors, c'est très intéressant ça justement. On est sur le truc. Donc, film photovoltaïque organique souple sur les façades des gratte-ciel à Dubaï. Ou même, là j'étais tout à l'heure... Le contrat, c'est sur Dubaï. J'étais tout à l'heure dans le... non, mais Dubaï, c'est un exemple. Mais j'étais tout à l'heure dans le 14e, je voyais des beaux immeubles avec des façades de béton sans fenêtre, complètement vierges, où il n'y a absolument rien. Et pendant ce temps-là, on va aller couvrir des champs agricoles avec du photovoltaïque. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'abord... Non, mais bon. Tu sors combien de kilowattheures au mètre carré avec ton film photovoltaïque? C'est incomparable avec un panneau. Tu peux pas comparer les deux, j'en suis sûr. Mais si, parce qu'en fait, on a une capacité d'1 million de mètres carrés. 1 million de mètres carrés, ça permettrait de couvrir chaque année les 2/3 des façades des immeubles de la Défense, pour vous donner une idée. Ouais. Imaginez que chaque année, on couvre de films. Mais tu produis quoi comme énergie? Tu produis l'énergie, à la limite, pour allumer les LED qui sont dans les bureaux des... On a identifié que ça pouvait couvrir à peu près 30% de l'énergie du bâtiment. Du bâtiment, voilà. Mais c'est considérable. Ben oui, c'est considérable. Non. Mais je pense que l'enjeu, il faut prendre du recul. L'enjeu, il est que il y a des millions de mètres carrés, d'hectares de surfaces bétonnées aujourd'hui qui sont couvertes par rien parce qu'en fait, elles ne sont pas adaptées pour aller mettre des panneaux solaires classiques. De la même manière, il y a des surfaces de toits fragiles absolument partout, des hangars, des choses comme ça. On ne peut pas mettre de panneaux. En fait, moi, de mon bureau à Nantes, je vois des tas de toits où il n'y a rien. Et nous, on se dit... plutôt que d'aller couvrir des champs agricoles qui sont faits pour produire, on veut couvrir l'ensemble des surfaces bétonnées de la planète. Fais ce que tu as... Fais ton truc, c'est génial, mais pas plutôt que tu as besoin des deux. Jamais tes films photovoltaïques ne remplaceront les panneaux solaires dans les champs de betteraves. Je dis ça parce que je pense que l'État, le gouvernement doit aussi prendre ses responsabilités, c'est-à-dire, je pense qu'il faut une impulsion aujourd'hui de l'État pour se dire, est-ce qu'il est normal que ces surfaces bétonnées
ne soient pas couvertes et ne soient pas encouragées à être couvertes. Alors, et je pense que là, il y a un vrai enjeu, si vous voulez. L'enjeu, c'est quand même, on est on voit bien que cette crise sanitaire est encapsulée dans une crise écologique majeure. Il faut qu'on puisse attaquer le sujet vraiment. Mais donc ça veut dire quoi? Tu veux des subventions? Je veux, par exemple. Mais non, enfin, attendez, j'attends pas de subvention spécialement. Non. Mais par contre, qu'on puisse dire que quand un immeuble est construit, il faut que des surfaces de béton qui soient sans fenêtre puissent servir en même temps de production énergétique, ça serait intéressant. Donc tu veux augmenter les coûts de construction? Tu veux une norme? Mais par exemple, en Californie, ils disent... En Californie... C'est dingue, ces entrepreneurs non, incroyables attends. qui, une fois qu'ils ont trouvé un truc, voudraient protéger à tout prix leur marché par des normes et par des contraintes et par... C'est pas protéger, c'est en fait être associé pour résoudre un problème majeur qui est celui du réchauffement climatique. Par exemple, en Californie, on dit si un immeuble contient un certain pourcentage d'énergie photovoltaïque, l'État dit au lieu de construire 2 étages, on va pouvoir en construire 3. Ouais. Bien, ça veut dire que le coût de cette énergie photovoltaïque est immédiatement remboursé. Non, mais aujourd'hui, aujourd'hui la construction sait faire des immeubles à énergie positive, avec ou sans film photovoltaïque sur les surfaces de béton ou sur les surfaces vitrées. Oui, vous n'en voyez pas beaucoup, regardez. Les immeubles déjà construits, ils ne sont pas à énergie positive. Non, mais il se trouve que, je connais depuis... Sun Partners, tu connais Sun Partners? Oui, tu connais WICIP, Ludovic Deblois? Oui, non, mais alors attendez, je raconte l'histoire très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr. Est-ce qu'ils ont été encouragés? Mais non, mais à un moment, c'est le business, ils ont disparu. Donc attends, je le dis très vite, Ludovic Deblois, qui est venu ici d'ailleurs, il a écrit un bouquin très sympa. Voilà. Il a écrit un bouquin très sympa pour partie raconter son histoire. Donc WICIPS, tout est dans le titre. What you see is photovoltaic surface. Une pub extraordinaire. Extraordinaire. Donc sur toutes les surfaces, tu peux mettre ce film photovoltaïque. Le problème, c'est que la rentabilité est pas là. À un moment, il y a quand même... Enfin, il faut absolument... Mais non, mais dans ce débat qui est passionnant, Hubert, il faut absolument trouver de la rentabilité économique. Tu n'y arrives pas. Oui, mais alors là, on est sur le sujet de l'innovation. Et là, on touche quelque chose qui est majeur. On connaît tous, et Sun Partner l'a connu comme Armor le connaît, on est dans cette fameuse courbe en J. C'est-à-dire qu'en fait, on innove, on investit, Armor a investi pratiquement 100 millions d'euros dans cette nouvelle technologie, ce qui est considérable pour une ETI comme la nôtre. D'ailleurs, bon. Maintenant, c'est quoi le résultat? J'ai donné le chiffre d'affaires, mais c'est quoi le résultat de... Armor est très rentable. D'accord. Globalement. Donc on a une très belle rentabilité, ce qui nous a permis d'investir dans de la diversification comme celle-là. Bon. Alors, maintenant, 100 millions d'euros, ça doit être plusieurs années de résultats quand même. Bien sûr, c'est sur 10 ans. C'est sur 10 ans. Ouais, c'est à peu près 10 millions par an, ce qui est pour une taille comme la nôtre considérable. Donc on a l'unité de film photovoltaïque organique la plus grande du monde, 1 million de mètres carrés de capacité. On s'est dit, voilà, on va être encouragé par les énergéticiens qui vont commander des larges quantités. Bon. Mais les mêmes énergéticiens, à raison, je leur en veux pas, disent ah mais attendez, on attend que vous soyez aussi compétitifs que les panneaux chinois pour pouvoir vous acheter. Maintenant, expliquez-moi, quand vous commencez une innovation et que vous démarrez les premiers volumes, comment vous pouvez être aussi compétitif qu'une production chinoise de panneaux très larges, qui sont souvent fabriqués d'ailleurs à des conditions douteuses. On commence à se demander voilà. Mais bien sûr, donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Le vrai sujet, j'étais le 24 octobre 2018. Ce qu'on veut, c'est des solutions qui fonctionnent. Pour que les solutions fonctionnent, il faut qu'elles trouvent leur rentabilité. Oui, mais il y a le moment de l'impulsion, du démarrage, et ça... parce que sinon on n'innovera jamais. Le président de la République... Les inventeurs du monde, à ce moment-là, vont vouloir être soutenus d'une manière ou d'une autre par les autorités. C'est bien le cas. Est-ce que la France n'a pas soutenu au départ le Concorde, le TGV, les grandes innovations? Tu as le crédit d'impôt recherche, tu as énormément de dispositifs pour soutenir ton innovation aujourd'hui. Oui, mais c'est pas suffisant. En fait, le sujet... Bon, est-ce que... non, mais c'est intéressant. Hein. Le sujet, c'est est-ce que l'État, comme client potentiel, se dit à un moment, on a des milliers de mètres carrés de bâtiments de la Défense, à Ballard, le ministère de l'Économie, etc. Et je passe des contrats. Mais est-ce que nous, en tant qu'État, qui disons qu'on veut s'engager dans les accords de Paris, le développement durable, est-ce qu'on passe le pas de dire on aimerait que nos bâtiments soient couverts d'énergie photovoltaïque, oui ou non? Ça m'intéresse. À ce moment-là, on se retrouve dans une logique de marché. Voilà, mais moi, c'est tout ce que je demande. Pas de problème. Tout ce que je demande, il faut un appel d'offres, parce que tu as peut-être des concurrents quand même. Il faut des appels d'offres ciblés sur des innovations du style. Nous, on sait faire. Notre film Soup, ce qui est intéressant, il peut couvrir des courbes. Il est translucide, donc il peut couvrir du vitrage. Bah oui, c'est ça qui est super important. Il peut couvrir des toitures qui contiennent des cheminées, des machins, parce qu'il peut être découpé. Il peut faire des formes architecturales
absolument extraordinaire d'un point de vue design et artistique. Donc il faut des appels d'offres qui correspondent à ce qu'est l'innovation. Si vous voulez, le film photovoltaïque organique, c'est le smartphone, c'est le smartphone des ordinateurs. Donc si vous faites un appel d'offres, mais non. Bon, mais j'ai toujours pas la puissance. Je sais pas moi comment est-ce que je sais toujours pas quelle puissance sort de ton, je sais pas moi, d'un mètre carré ou de 100 mètres carrés de tes films photovoltaïques. Oui, mais je pense que c'est même pas le sujet, parce qu'en fait, non, c'est pas le sujet, parce qu'en fait, on n'est pas comparable à des panneaux. Donc effectivement, le rendement aujourd'hui, il est inférieur aux panneaux, parce qu'on est très inférieur. Il est très inférieur aux panneaux, parce que on est dans une perspective d'innovation, de rupture. Mais par contre, on va couvrir des espaces qui ne peuvent pas du tout être couverts par des panneaux classiques. À Dubaï, c'est 500 km de film, c'est ça 500 km² de film par an, Dubaï, c'est ça? Mais c'est des capacités, en ça. fait, le gouvernement de Dubaï a décidé de lancer 1 gigawatt de solaire par an. Or, comme ils n'ont pas de surface, des films, là, le gigawatt, mais justement, ils sont extrêmement intéressés par cette technologie parce qu'ils ne peuvent pas couvrir leur grande tour. 1 gigawatt, non, je le dis comme ça rapidement, c'est l'un des 2 réacteurs de Fessenheim, par exemple. Donc. Mais ça, c'est cette volonté. Oui, et comment ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire uniquement en couvrant leur tour d'énergie photovoltaïque. Désert pour y mettre des panneaux à Dubaï. Mais vous avez déjà essayé de mettre des panneaux sur des tours de vitrage translucide? Impossible. Désert. Enfin, à Dubaï, c'est un peu là, mais juste à la sortie de Dubaï, ce qu'ils veulent, largement la place de mettre des panneaux. Ce qu'ils veulent, c'est couvrir. Non, alors, attends, parce que tout ça est passionnant, je le savais. 4 minutes. Non, sur le modèle de management quand même, c'est-à-dire association très large. Management et personnel ont 57% du capital On est à 75 aujourd'hui. Ah, vous êtes à 75 aujourd'hui? J'ai dû lire ça je le dis juste comme ça, j'ai dû lire ça sur ton site internet. Donc, ça, vous devez faut le mettre à jour. C'est une recomposition du capital il y a quelques 75%. Temps. Et alors, mais management et personnel, management 50, personnel 25 ou... On est tous ensemble 75. En fait, il y a 500 salariés actionnaires. On a créé 500 salariés actionnaires. Quand en 2014 le fonds de participation industrielle a vendu qui possédait la majorité d'Armor a vendu ses participations, on s'est dit voilà, on veut maîtriser notre destin industriel et d'innovation. On s'est tous mis ensemble. On a vraiment, quand je dis tous mis ensemble, c'est qu'on a tout mis. On s'est endetté, on a personnellement j'ai risqué ma maison, tous mes biens, etc. avec mon épouse et mes associés aussi. On a tout mis parce que on s'est dit on a la possibilité justement de croire dans des innovations qui sont risquées, mais qui font du sens. Voilà. Et ce qui est assez merveilleux, c'est de voir que ce projet, c'est celui de l'ensemble des salariés. Un petit exemple, crise du Covid. On a innové, par exemple, dans la fabrication additive 3D. Donc on a créé une entité. En 3 jours, nos équipes ont été capables de faire basculer le site en usine de guerre de fabrication de visières de protection au moment où, vous savez, tout le monde manquait de masques, etc. Bravo. On a fabriqué 100 000 visières de production pour les CHU, pour les médecins, pour les dentistes, pour les infirmiers, etc. Voilà. Et ça, c'est Armor. C'est cette capacité d'adaptation. Et ça, je vais te dire, parce que j'en ai 10, 20, 50, 100 des histoires comme ça. Ça, c'est l'industrie, en fait. C'est l'industrie. Ça, c'est les industriels et une capacité incroyable de mobilisation pour l'ensemble des dispositifs qui étaient nécessaires. Mais quand même, quand tu as 75% du capital, il faut quand même de temps en temps aller chercher des capitaux pour investir massivement. Bien sûr, on a 5 fonds d'investissement à nos côtés. C'est ça. Qui, eux, ont les 25. Qui ont les 25. Et peuvent amener des millions quand... voilà, exactement. Et on a des très grands projets. On investit quand même plus de 30 millions d'euros d'investissement par an. Et qui eux-mêmes, à mon avis, c'est ça qui est merveilleux dans ce qui est en train de se passer. C'est qu'eux-mêmes, ils peuvent intégrer l'ensemble de ce que tu fais, y compris la gouvernance, dans leur propre bilan. Ah ben bien sûr. ISR, ESG. Bien sûr, je pense que le fait qu'Armor soit un industriel leader mondial d'un côté, mais engagé dans l'innovation sociétale, je pense que ça crée une certaine... une certaine noblesse de ce qu'est l'économie, l'entreprise aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens personnellement. Moi, je suis absolument convaincu que l'entreprise est utile à la société. C'est un peu mon combat, ma vocation. Et en associant le maximum de salariés avec nous, on va faire des choses extraordinaires. Et c'est pas terminé. On est parti sur de long terme. On aimerait construire un groupe industriel de développement durable et d'innovation sociétale. On va se revoir, Hubert. On est associé avec une initiative formidable. Alors, lyonnaise, tant pis. Nos anciens actionnaires... Qui s'appelle l'entreprise du futur. Voilà. Et je pense qu'à cette occasion-là, tu m'as l'air parfaitement apte à être associé à l'ensemble de cette magnifique initiative. On vous racontera ça, ce sera à la rentrée. Merci Stéphane. Dans le cadre de...
dans le cadre de nos développements. Hubert de Boisredon, donc PDG d'Armor, était avec nous sur Bismart. On repart donc les amis, on repart avec Amazon, alors Vincent Maillet. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors moi j'ai noté directeur général de H-Commerce, ouais, voilà, filiale d'Havas, c'est ça Exactement. Voilà, filiale d'Havas. International en fait. Disons que je suis en train de développer, enfin ça fait 3 ans déjà, une structure qui est ouverte dans 7 pays déjà, dont le but est d'acculturer le réseau sur toutes les transformations du commerce dans le monde. Ah mais génial. Génial, je sais pas, c'est un vaste ben, boulot. Mais non, mais c'est une œuvre... Oui, c'est assez sympa. D'importance capitale. Ouais. Parce que justement, c'est ça le sujet. Ah, ouais. C'est génial. Ouais. Parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas feu sur Amazon. Le sujet, c'est mais les mecs, il faut vous y mettre. Bah, c'est un peu la raison du livre. J'ai pas compris le titre, parce que je l'ai lu, hein, et j'ai pas compris pourquoi. Parce que main basse sur le futur, vous vous dites, oh putain, ça va être encore un gars qui va nous dire Amazon, c'est l'enfer. Pas du tout. Non. Vous expliquez, vous décryptez le sujet avec beaucoup d'objectivité. Oui. Quand je dis main basse sur le futur, ce qui est intéressant, et ce que j'essaie de faire passer à tous mes clients, et à tous les distributeurs, voire tous les chefs d'entreprise de France, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez Elon Musk, Jeff Bezos, sont des gens qui ont réussi d'un point de vue opérationnel, par plein d'aspects. Mais ils ont aussi réussi parce qu'ils ont une vision, et surtout, ils ont su projeter leur entreprise dans cette vision. Et ce que réussit Amazon... D'ailleurs, il y a toute une partie, tout un moment de développement d'Amazon où il a sidéré ses concurrents. Oui. Les gens étaient lapins pris dans les phares, c'est-à-dire il y a Amazon, il faut qu'on arrête en fait. On se pose même plus la question d'évoluer puisqu'il y a Amazon qui le fait. Et en gros, il a réussi ça, c'est-à-dire cette idée de je me projette à 20 ou 30 ans, je vais vous montrer ce que sera la distribution dans 20 ans et je vais la fabriquer. Ouais. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Ouais. Et donc le titre, quand je dis main basse sur le futur, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est approprié le futur. Si vous regardez, maintenant, aujourd'hui, la distribution, elle est en train de converger vers ce que la vision de Jeff Bezos sur la distribution, sur sa façon à lui d'inventer le commerce. Oui. Alors, par plein d'aspects, il a raison. Vous racontez très bien. Et moi, je me souviens du moment, le premier jour où il parle des drones. Et je me souviens de l'éclat de rire général de l'ensemble des experts des drones, experts du monde aérien, experts du commerce. Ce Jeff Bezos, tu parles. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 8 ans. C'était 2013. Et voilà. C'était février 2013. C'est ça une vision. Et maintenant, ça ne fait de doute pour personne qu'un jour ça arrivera. Oui, enfin, ça a commencé d'ailleurs. Ça a commencé aux États-Unis, ça a commencé en Australie, ça a commencé en Norvège. Donc, il y a déjà énormément de clients qui sont distribués par des drones. Ça a déjà commencé. Je ne parle pas des voitures autonomes, je ne parle pas de toutes ces choses-là. Mais en fait, la raison d'être de ce bouquin, c'est qu'au départ, moi, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. Je suis allé voir Amazon Go, le premier magasin Amazon Go à Seattle. Je suis revenu et puis on s'est dit bon super, on va faire un beau reportage sur un magasin, mais qu'est-ce qu'il y a à creuser? Et un journaliste du USA Today en fait a montré les brevets d'Amazon sur le magasin sans caisse. Alors voilà. Et donc on s'est mis à creuser. On a fait appel à un cabinet juridique en fait au sein d'Havas et on s'est mis à creuser. Et on a sorti des pages et des pages et des pages de dépôt de brevets. Et en gros qui éclaire clairement la vision de Jeff Bezos et la façon dont il est en train de révolutionner. Alors, pour le coup, j'ai appris des choses quand même dans votre bouquin. 10 000 brevets. Ouais. Je suis tombé de ma chaise. Ah non, mais c'est monstrueux. Amazon, les amis, Amazon possède 10 000, a déposé 10 000 brevets. Minimum. Parce qu'il y a toutes les filiales. Il y a plein de filiales. Je ne savais pas cette histoire. Quand il fait acheter en un clic, en fait, il a tous les brevets pour acheter en un clic. Bien sûr. Et personne, en fait, ne peut développer. Apple se retrouve coincé, en fait. Oui, bien sûr. Non, mais c'est fantastique. Ce qui est assez hallucinant, donc dans le livre, il y a 2 parties. Il y a une première partie où j'ai voulu montrer en fait toutes les bonnes décisions qui avaient été prises par Jeff Bezos. Des décisions courageuses. Mais vous démarrez avec le magasin sans caisse. Oui, pourquoi est-ce que c'est le truc qui vous frappe le plus? J'ai trouvé ça, si vous voulez, moi ça fait plus de 20 ans que je travaille pour les distributeurs. Grande surface alimentaire, grande surface spécialisée. Je les conseille en communication et ça fait 20 ans qu'on sait que la caisse est un point compliqué. C'est un point vraiment que les gens détestent. L'attente en caisse, et puis à l'heure où le temps est de plus en plus précieux, on supporte plus de machin. Régis Schulz disait, c'est 20% de mes surfaces, 20% de mon temps, 20% de mon chiffre d'affaires pour emmerder les gens. Ouais. J'adore cette phrase, c'est fascinant. Donc j'arrive à Seattle, je voulais voir ça. Donc j'arrive à Seattle, je télécharge l'application, je rentre mes codes, machin, c'est très simple, assez didactique et très simple.
Et je passe la première fois le portique. La première fois, on n'a pas l'habitude de sortir d'un magasin sans payer. La première fois, on serre un peu des fesses, on dit, bon, ça va sonner. En plus, le compte Amazon était au nom de ma femme. Donc, le compte, c'était Catherine, compte Amazon français. Je me suis dit, ça va pas bien se passer. Non, pas du tout. Ça passe. Nickel. Je paye. Vous recevez 2 mètres après avoir passé le portique. Vous recevez la facture. Tout ça est absolument fluide et machin. La deuxième fois, vous trouvez ça cool quand même, c'est pas mal, quoi. Vous sortez, machin. Troisième fois, et la quatrième fois, il y a un truc qui se passe dans le cerveau. Et alors, je le dis à tous les distributeurs, mais vraiment, hein, la quatrième fois, le magasin d'après, vous ne comprenez plus qu'il faille s'arrêter pour payer une caisse. Non, mais c'est un truc. J'ai vécu cette image où je me voyais faire exploser la caisse. Il a zéro rentabilité avec ça. Il perd du pognon à jet continu, tellement c'est complexe avec Amazon Go. On est d'accord, aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est des magasins qui coûtent. Enfin, voir la techno. Les yeux de la tête. La techno, il y a 5 ou 6 technos cumulés à l'intérieur du magasin, donc c'est monstrueux. Mais néanmoins, c'est l'avenir. Ah, clairement. Parce qu'il va falloir qu'il le rentabilise à un moment, son magasin, quand même, là. Ça veut dire qu'il va le rentabiliser dans les prix. Non, mais clairement, c'est un truc de fou. Franchement, à vivre, c'est un truc de fou. Ça veut dire que le consommateur auquel il s'adresse, parce que c'est des petites surfaces, donc on imagine que c'est dans des centres-villes, oui. Finalement, ça lui importera pas beaucoup plus de payer son sandwich 1 € de plus, si jamais, comme vous le décrivez, vous décrivez un gars en roller qui s'arrête même pas. Oui, bien sûr. Vous l'avez vraiment vu, celui-là? Ça a duré 1 minute. Parce qu'en fait, le portique, quand vous avez franchi le portique, vous avez 2 mètres à faire, et vous avez toutes les salades, tous les produits frais en fait qui sont en face de vous. Donc en gros tout est fait pour qu'en 30 secondes vous puissiez faire vos courses et repartir. Donc tout est fait pour aller très vite. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on vous félicite. Il y a un truc qui m'a marqué, moi, c'est que vous sortez du magasin et on vous envoie une notification, ils disent bravo, vous avez fait vos courses en 5 minutes. Bon. Donc il y a une espèce de voilà. 10 000 brevets, c'est le premier truc que j'ai appris. Le deuxième, en fait, c'est au moment de la genèse, et ça c'est très intéressant. C'est que donc au départ, tout le monde sait que c'est une librairie, mais en fait, ce qui va vraiment faire décoller la librairie, ce sont les livres rares. Ouais. D'ailleurs, c'est totalement contre-intuitif avec ce qu'Amazon est devenu. Tout à fait. Tout à fait. En fait, ça, c'est un peu le marché qu'il a voulu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une offre aussi puissante et aussi forte et aussi large et aussi profonde dans le livre. Il s'est aperçu assez rapidement que le livre était une cible assez facile, puisqu'il a commandé des livres sur des sites e-commerce, donc c'était Barnes & Noble à l'époque, et le pli est arrivé tout abîmé, le livre était abîmé, il s'est dit, bon, en fait, il y a un business à faire, parce qu'ils ont pas tout compris. Donc, il est arrivé là-dedans, il s'est dit, c'est effectivement une cible, la catégorie du livre était une cible assez maligne. Et d'ailleurs, il a eu raison, puisque finalement, c'est une façon de faire du e-commerce, dans un univers où les concurrents sont pas si puissants que ça, et donc, il a pris assez rapidement une place absolument phénoménal. Et surtout auprès des universitaires, des professeurs, des chercheurs, qui grâce à lui ont trouvé des bouquins qui étaient assez rares, effectivement. Ce qui tout de suite lui a donné cette idée qu'il fallait en fait une offre très très large. Ouais. Et une offre très très large, ça vous amène tout de suite dans le défi logistique en fait. Exactement. Et notamment ce qu'on appelle le long train, c'est-à-dire énormément de références, mais en petite quantité. Ouais. Voilà. Et c'est le succès. Alors, moi, ce que j'essaie d'expliquer souvent, c'est que Jeff Bezos, avant tout, c'est un logisticien. C'est-à-dire que toute la première partie de la création d'Amazon, c'est uniquement de l'entrepôt. D'ailleurs, il porte au nu un gars qui un jour a eu l'idée de dire à Noël, faut arrêter de faire les paquets cadeaux par terre, on va acheter des vieilles portes pourries, on va les mettre sur des tréteaux et on va faire les paquets cadeaux comme ça. Et il a trouvé ça absolument fantastique. Donc, il est dans des idées comme ça, extrêmement simples, extrêmement basiques, qui vont changer au fur et à mesure son modèle. Je reprends la phrase de ce que tu disais au début parce que je la cherchais. Un point de vue vaut 30 points de QI. Ouais. C'est ça, en fait, le truc. Ah oui, voilà. Même en management, il est assez impressionnant. Oui, mais c'est la vision. Un point de vue vaut 30 points de QI. C'est ça, tout à fait. Ça, le syndrome de Et cette histoire du missionnaire contre le mercenaire, là. Ouais. Parce que ça aussi, c'est une vision. C'est-à-dire qu'en gros, il est... Vas-y, mais je te laisse. Il est très... comment dire? Comment expliquer ça? Alors, bon, moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas rencontré encore. Hein. J'aimerais bien le faire, d'ailleurs. Voilà. J'ai envoyé 2000 pages de plus. J'ai envoyé mon bouquin. Je sais qu'il a reçu. Mais il y a cette idée quand même de quelqu'un de très engagé. En fait, il veut des collaborateurs avec lui qui sont très engagés et qui aient une vision et qui portent cette vision. Voilà, C'est-à-dire qu'il est obsédé par la vision. Après, ce qui est bluffant, mais bon, c'est un ingénieur informaticien. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le savoir-faire. Et derrière, après, il faut construire les idées qu'il imagine. Bon, qu'est-ce que j'avais encore noté? Ah oui, le meilleur service client, c'est celui que le client n'appelle pas.
Ouais, ça aussi, Alors, je sais pas, il y a comme ça des espèces de... Il y a le petit livre rouge, on va dire, hein, des maximes de Jeff Bezos, il y a des phrases comme ça qui sont fantastiques. Mais c'est le modèle Amazon. D'ailleurs, ce qui me donne pas mal d'espoir pour la distribution en général, c'est que la distribution qui sera capable de continuer à mettre des gens en face des clients aura toujours un avenir en face d'Amazon, parce que le but d'Amazon, c'est d'avoir un système qui fonctionne. Certainement pas de mettre des gens en face du client. Oui, parce qu'il n'a que, et ça aussi j'étais surpris du chiffre, 310 millions de clients dans le monde. Alors ça, c'est... Oui. C'est pas... C'est pas mal. Ouais, enfin, Facebook, c'est 2 milliards, tu vois. Je pensais franchement que c'était plus. Facebook, c'est pas des clients encore. 310 millions de clients dans le monde, dont combien 100 millions d'abonnés Prime. 150 aujourd'hui. 150 millions d'abonnés Prime. Voilà. Et c'est ça, le Prime, c'est le deuxième effet qui a été Prime, c'est le deuxième effet du succès, en fait. Ouais, c'est-à-dire que Prime, on le voit d'ailleurs, c'est-à-dire que vous doublez quasiment le ticket moyen dépensé annuellement par un Américain grâce au programme Prime. Ouais. C'est-à-dire que vous rentrez dans l'écosystème avec Prime, le contenu qui est offert, tout ça participe finalement à cultiver le client et à le développer. Bon alors, moi je lis le bouquin de Vincent, et surtout, au départ, on feuillette, on regarde, etc. Je dis, waouh, les failles d'Amazon. Génial. Ouais. Les failles d'Amazon. J'ai cherché, ouais. Eh ben ouais, mais tu les as pas vraiment trouvées, en fait. Tu dis malheureusement pour toi, c'est quand tu étais en train d'écrire le bouquin, il pourrait céder sa place. Ouais. Oui, bah voilà, c'est fait. Ouais, c'est fait. A priori, la planète tourne toujours dans le même sens. Ouais, et Amazon tourne toujours dans le même sens. Ce que je dis dans le bouquin, c'est que même s'il part, ça va tourner encore un moment sans lui, ça, clairement. Ça va tourner un moment avec lui, tu veux dire? Non, sans lui. C'est-à-dire que même le jour où il va s'arrêter, il y a une culture Amazon qui est extrêmement forte. Mais oui. Et puis, il a des dépôts de brevets. Il est sur une inertie à 15-20 ans. Mais tu penses qu'il a fragilisé Amazon, là, en partant quand même? Non, parce qu'il est parti au bon moment. Au moment où quasiment l'action est au maximum. Elle est à 3000 $ l'action, ce qui est absolument incroyable. Il faut savoir que quand j'ai commencé à travailler sur le bouquin, elle était à 1000 $. J'ai pas acheté d'action. Oui, mais ça, puis c'est des flux boursiers, c'est jamais... Ah non. Elle était à 1000 $, elle est montée crescendo, tranquille, jusqu'à 3000. Et là, ça fait quelques temps qu'elle est entre 2009 et 3000. À un moment, tu as un effet moutonnier des marchés qui sont pas forcément corrélés, tu vois, avec le génie... Enfin, moi, des analystes financiers qui disent qu'elle pourrait monter à 4000, 5000 $. Mais non, mais les analystes financiers, ils disent ça une fois que... Tu comprends, c'est ça le problème, ils courent derrière... Oui, enfin, disons qu'elle court derrière la victoire, les analystes financiers. Elle était déjà... Bon, mais attends, parce que dans les failles, la seule que tu trouve en fait vraiment, c'est la pression sociale en fait. Il y en a une autre depuis. Alors vas-y. Il y en a une autre. Alors, qui n'est pas écrite dans le bouquin alors? Non, parce que... Ah bah merde. Non, alors Donc tu dis la pression sociale et ça on le vit, c'est-à-dire qu'à un moment, ça va devenir le grand méchant. Et ça c'est pas possible quand vous faites du commerce. Ouais, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué pour lui. Même si les choses peuvent s'arranger, ça va quand même devenir très compliqué parce que il incarne un truc qui est cette espèce de débauche du e-commerce avec notamment les problèmes d'RSE, des gaspillages, etc. Ça, c'est assez compliqué pour le gérer. Alors, ils se sont engagés, ils ont mis des fonds, ils ont prévu de décarboner. Tu sais, ce qui doit en partie être faux d'ailleurs, hein, parce que, enfin, à chaque fois, moi, c'est tu l'as dit toi-même, le génie logistique d'Amazon, par rapport à moi, allant faire mes courses et passant dans une dizaine de magasins, je pense que je bouffe plus de carbone que... Ah ouais. Enfin bon, voilà. C'est juste. Oui, non, mais ça fait partie des. Je sais, ça fait partie des. Bon, c'est un dossier de la FEVAD là-dessus qui est très intéressant d'ailleurs. Mais il y a un sujet là qui est très intéressant, c'est-à-dire que j'ai écrit un papier il y a pas longtemps là-dessus. Vous avez toute une première phase qui a été le développement d'Amazon sur le non alimentaire. Ça a commencé par le livre et puis la propagation à tous les secteurs. Bon, et finalement. La sidération des distributeurs, la difficulté à se réorganiser pour bien comprendre le modèle Amazon, tout ça a fait que Amazon s'est développé assez facilement. Là, il y a un deuxième sujet qu'ils sont en train d'attaquer, qui est la distribution alimentaire, qui est quand même le cœur du moteur d'énormément de gros distributeurs en France et en Europe. Et surtout, c'est un autre défi. C'est-à-dire que finalement, le défi logistique du non-alimentaire n'est pas celui de l'alimentaire, d'accord ? L'alimentaire, c'est une distribution du quotidien, de la qualité produit, du sourcing. Donc il y a des enjeux là-dedans qui sont... Et puis il y a des boîtes qui sont... entre guillemets, beaucoup plus solides que le pure player du livre ou que le pure player même de la télévision. Finalement, c'était des gens relativement fragiles. Là, on touche à un marché qui est absolument monstrueux, l'alimentaire, qui est quotidien, qui pèse très très lourd, et des acteurs qui sont quand même organisés avec un maillage national. Et alors, ce qu'on a fait là, nous, récemment, et mon équipe, c'est qu'on a regardé la résilience de Walmart. Ce qui est génial avec Walmart, c'est qu'on voit que très vieux modèle,
très vieux modèle, un modèle discount, de proximité avec les Américains. Alors, le contrat qui a été passé entre Walmart et ses clients n'a jamais été rompu. Ils se sont toujours engagés sur les prix les plus bas, sur une espèce de responsabilité vis-à-vis d'eux. Vous savez, c'est save money, quoi. C'est comment, chez nous, vous allez économiser de la monnaie pour live better, pour mieux vivre. Et en fait, on constate aujourd'hui que Amazon est en train de continuer à croître. On est à 380 milliards de dollars. Enfin, c'est juste colossal. Hein. Walmart, c'est 550. Donc, on peut se dire que le gap est pas si énorme. Pour autant, Walmart continue à croître. Les investissements qui ont été faits dans le numérique par Walmart sont en train de payer. Ils ont mis en place Walmart Plus, qui est un programme de fidélisation qui fonctionne, qui propose notamment aux Américains des réductions sur l'essence, ce que ne peut pas promettre aujourd'hui Amazon. Et on voit qu'ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Et dans la guerre, quartier par quartier... Grâce à l'alimentaire. Exactement. Absolument. Mais un alimentaire rénové, vous savez, c'est cette citation qui dit que pour que rien ne change, il faut que tout change. Vous savez, c'est la fameuse phrase sur la cavalerie. La cavalerie qui était au départ quelques cavaliers à cheval, c'est devenu des tanks. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on voit que c'est pour ça qu'il a racheté Whole Foods. C'est-à-dire, il est conscient de ça lui-même, que l'alimentaire est un truc. Mais c'est vrai que tu l'as constaté. Il se trouve que Rodolphe Bonas, par exemple, qui est venu, Seacom, etc., qui a visité Whole Foods récemment, dit il n'y a pas d'effet Amazon. Je ne vois rien de différent. Pas sur Whole Foods. Pas d'effet Amazon, effectivement. Non. Donc c'est là. Mais Whole Foods, en fait, de mon point de vue, Whole Foods, c'est la supply chain. C'est le sourcing alimentaire. Oui, mais c'est parce qu'il est parfaitement conscient que c'est une faiblesse, effectivement, si l'alimentaire... Il va falloir qu'il s'occupe et qu'il se gère, entre guillemets, qu'il puisse fournir ses magasins pour... D'accord, mais ça veut dire qu'il faut que ceux qui sont effectivement les distributeurs alimentaires et qui ont aujourd'hui une clientèle captive, pour pouvoir s'en servir comme d'un levier, il va falloir qu'ils fassent les investissements que Walmart a fait, justement. En livraison. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Pas seulement en livraison, en numérique, bien sûr, parce que Walmart a décidé aussi de se battre sur le non-alimentaire. Bien sûr. C'est hallucinant. Mais surtout, on le voit aujourd'hui, Walmart est en train de tester de nouveaux magasins. Alors, c'est marrant. Il nous reste 50 secondes. J'ai fait comme Amazon. Je suis allé chercher les dépôts de brevets de Walmart. C'est très intéressant parce qu'ils ont déposé les brevets de magasins, des magasins entrepôts où tout le toit, en fait, est plein de produits qui descendent avec toute une logistique derrière, des drones, des voitures autonomes et des gens aujourd'hui qui vont livrer jusque dans le frigo des clients. Voilà pourquoi il fallait laisser Couche-Tard faire un accord avec Carrefour. Hein, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'était une opportunité pour Carrefour, clairement. Pour grossir et pour avoir une capacité d'investissement. Mais oui, mais c'est ça le truc. Pour justement que ce soit pas main basse sur le futur. Voilà. Bon, merci Vincent. Merci à vous. On repart les amis, et donc on repart avec Pauline Leclerc. Bonjour Pauline. Bonjour Stéphane. Perle d'histoire. Perle d'histoire, ouais, c'est notre aventure, je vous le présente. Non, juste, on va raconter un peu. Donc, j'ai mis mémoire des entreprises face au Covid. Enfin, voilà, il faut que ça rentre dans les... Mais alors, oui, un mot de perle d'histoire, parce que depuis combien de temps Perle d'histoire existe Depuis 12 ans. Ouais, 12 ans. 12 ans, c'est vraiment une aventure entrepreneuriale. Au début, c'est l'idée qu'on file en se disant tiens, moi j'aimerais tellement mieux connaître l'histoire de ma famille, et puis d'histoire de famille aux histoires d'entreprise, et la découverte d'un métier génial, passionnant, qui est l'ingénierie historique. L'ingénierie historique. Ouais. Ça vous semble un peu abscon? Vas-y, raconte-moi ça. Mais effectivement, l'ingénierie historique, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un mot notamment que Florence Descamps, qui est chercheure à l'EPHE, nous a soufflé, et qui est le marché de l'histoire. Et il existe un marché de l'histoire, et donc nous, on est une agence, aujourd'hui une agence de 10 personnes, et qui s'est spécialisée dans la préservation et la valorisation de l'histoire des entreprises. Voilà. Donc on accompagne les boîtes pour vraiment structurer leurs ressources patrimoniales. Donc on a 2 grandes familles de métiers, une grande famille autour des archives. Donc là, c'est vraiment travailler sur les ressources, les archives, la mémoire, les collections, les lieux qui font l'histoire de l'entreprise. Et puis une autre activité qui est la médiation culturelle. C'est quel est le meilleur moyen pour transmettre cette histoire. Et pour chapeauter tout ça, on se refait pas. J'ai commencé dans le conseil. On est aussi des consultants, et consultants en stratégie patrimoniale, c'est-à-dire vraiment aider les boîtes à identifier, quand elles ont le sentiment que ça peut servir à quelque chose, et finalement, quels sont les enjeux auxquels l'histoire va répondre. Parce que d'avoir l'histoire, c'est bien beau, mais en fait, à quoi ça sert? Et donc voilà, on accompagne les entreprises. Je te poserai une question sur à quoi ça sert, mais avant ça, il y a des chartistes, parce que c'est l'école des chartes, il y a des pour... exactement. Il y a des chartistes dans ton équipe aujourd'hui?
Tout à fait, dans notre équipe. Alors, selon les deux pôles que je t'ai décrits, dans la partie archivistique, c'est Valérie Marchal, effectivement, chartiste, qu'on a la joie d'avoir chez nous. Et donc, Valérie, elle était avant responsable du service patrimoine de l'INPI, donc tous les brevets, tous les propriétés industrielles. Hein. Exactement. Ouais. Et chez nous, donc elle est vraiment là pour mettre en place des politiques d'archivage, pour faire respecter les normes, pour faire respecter la RGPD, pour accompagner les entreprises dans l'accès à l'information. Parce que finalement, c'est aussi un sujet d'actualité. Hein. Bien Quand sûr. on n'est plus au bureau au quotidien, comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à la bonne info au bon moment? Donc là, il faut structurer un peu les archives. C'est passionnant, Pauline, et j'ai l'impression qu'en plus, donc, il y a 12 ans, tu as été visionnaire, parce que pour moi, ça colle avec deux injonctions aujourd'hui qui pèsent sur les entreprises. Il y en a beaucoup, mais deux. La première, c'est quand même qu'on leur demande assez régulièrement de rendre des comptes. Ouais. Et effectivement, l'archive est une preuve. Voilà. Complètement, l'archive est une preuve quand il s'agit de rendre des comptes par rapport à une décision, quand il s'agit de rendre des comptes parce qu'il va y avoir un procès qui va vous tomber sur la figure. Ou même devant l'histoire, c'est-à-dire on est aujourd'hui sur des mémoires qui s'entrechoquent, qui remontent d'énormément de communautés, et à un moment, des entreprises peuvent se retrouver au milieu de ces mémoires, sachant pas trop ce qu'elles ont pu faire il y a 20, 30, 40, 50 ans. Ouais, là, c'est effectivement, je vous rejoins pas mal là-dessus, et on a eu des sujets avec des clients qui nous ont dit, mais en fait... Est-ce que nous, on a quelque chose à voir avec ce sujet-là? Voilà. Que ce soit l'esclavage. Voilà. Quel est notre lien avec l'esclavage? Quel est notre lien avec l'utilisation de tel ou tel matériau qui, des années après, s'est avéré dangereux? Exactement. Voilà. Et là, effectivement, ça fait partie de notre métier et de la particularité de notre métier, c'est qu'on dit aux entreprises, intéressez-vous à votre histoire et n'hésitez pas à le faire d'une manière scientifique pour vous en interne. Déjà, connaissez-vous, en fait, vous-même, un peu ce que vous dites sur quand la question va être posée, quand ce choc va advenir, qu'est-ce que je vais répondre? Et qui je suis, moi, là-dedans. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on propose notamment ce qu'on appelle, nous, un corpus historique, hein, c'est notre jargon, mais c'est de faire un travail de recherche historique, scientifique, en interne dans les boîtes, pour pouvoir, source à l'appui, archive à l'appui, se dire où est-ce que j'étais, moi, dans cette histoire-là. C'est ça. Et quelle est mon histoire. Et puis ensuite, en fonction des opportunités, que ce soit des opportunités constructives ou des opportunités défensives, en mode un peu gestion de crise, de se dire sur quel levier je vais appuyer, quelle est la thématique et quelle est ma réponse, quoi. Ouais. Complètement. C'est super intéressant. Hein. Et l'autre élément, alors celui-là plus positif, c'est toute cette histoire de raison d'être. Oui, complètement. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui remonte en plus énormément. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui remonte énormément et on le voit alors, dans la réflexion sur qui on est, fondamentalement, quand on se dit, finalement, quand on revient aux origines, il y a ces éléments-là de la mission, c'est de se dire, pourquoi est-ce que j'ai été créé? Quelle a été l'intuition du fondateur au début? Et dans la strate, c'est là-dedans, dans ce terreau-là, qu'on peut retrouver des éléments qui vont nous dire qui je suis aujourd'hui, quand parfois on s'est un peu éparpillé. Et on a eu comme ça la demande d'un industriel, c'était le dirigeant, qui disait, ok, alors, au début, on a fait des raffineries. Ensuite, on s'est mis à faire des locomotives. Ensuite, aujourd'hui, on fait des machines-outils. Mais en fait, qui on est? Pourquoi est-ce qu'on est passé comme ça d'un métier à un autre? Et c'était assez génial. Et je trouvais que sa question était fabuleuse. Bien sûr. Parce que ça permet de trouver le fil conducteur et de contextualiser. Dire, en fait, nous, on a suivi l'innovation, quoi. C'est ça. Et j'imagine, eux, le fil conducteur, c'était l'excellence industrielle ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Exactement. Donc, il y a un moment, c'est de retrouver ce fil rouge qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui, comprendre les évolutions et comprendre qui on est. Donc, dans la raison d'être, effectivement, ça se retrouve carrément. Et donc, c'est pour ça que merci de me poser cette question-là, parce que ça peut être réducteur quand on parle d'histoire d'entreprise à de la com'. Mais en fait, c'est fondamental de voir à quel point ça irrigue. Nous, c'est un peu notre mission depuis 12 ans. Là. C'est vraiment de se dire, le patrimoine est une ressource de dingue, c'est un capital vraiment au sein de l'entreprise, et que pour pouvoir en tirer toute la sève, il faut le connaître, il faut l'organiser, il faut le digitaliser, il faut le rendre disponible et accessible. Et donc, pour la raison d'être et la strate, ça c'est sûr, pour l'innovation à fond. Et le faire comme vous le faites, c'est-à-dire le faire de manière scientifique, j'ai presque envie de dire robuste et opposable. Oui, c'est le but. Ouais. Tout le monde en fait, en gros, l'histoire, elle se retrouve là, mise à toutes les sauces. Tout le monde utilise l'histoire, tout le monde se sert de l'histoire pour porter tel ou tel propos. Et puis on raconte des histoires parce que quand on raconte des histoires, on sait qu'on va toucher les gens. Oui, mais à un moment, j'arrive. Non, ça c'est voilà. Ouais, nous, on est ça et on a tout le corpus scientifique derrière qui nous permet de dire qu'on est ça et d'aller contester si. Exactement, d'aller contester, d'aller enrichir, contester. J'en discutais avec une amie qui est responsable du patrimoine d'une marque et qui me disait, mais nous, on s'en sert aussi pour tous les procès en contrefaçon. Parce que quand on a justement la preuve de, en fait, c'est nous qui avons créé
ce produit à telle époque, et ben en fait, ce qui arrive derrière, qui est copie conforme de ce qu'on a fait, et de la contrefaçon par rapport à ce qu'on a fait. Cette robustesse, elle est vachement importante. Est-ce qu'il vous est arrivé de trouver des trucs les entreprises, oui, mais que peut-être même elles, en fait, ignoraient, ou non, il n'y a pas... Si, alors j'ai justement une histoire dont j'avais envie de vous parler, qui était assez géniale. Ils en avaient l'intuition. Ils ignoraient pas complètement. Après, des personnes, en fait, il y a celui qui est le commanditaire, qui peut avoir l'intuition, se dire, mais là, je sais qu'il doit y avoir quelque chose. Et puis ensuite, il y a toute l'entreprise. Et là, il y a vraiment souvent un gros gap entre les deux. Et donc là, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les vins et spiritueux, et qui nous a dit, voilà, on a racheté cette entreprise, on aimerait bien connaître l'histoire de cette boîte, parce qu'on est en train de la redéployer complètement d'un point de vue marketing. Super intéressant. Donc c'est dont je vous parlais, c'est le côté corpus. On a fait ce boulot-là pour eux, en interne. Il n'y avait pas de sujet de transmission pour l'instant, mais c'était réflexion stratégique sur où est-ce qu'on veut emmener cette boîte qu'on vient d'acheter. Et donc on a fait un gros travail de recherche historique dans les archives. Dans ces cas-là, on y va, on se déplace, on va aux archives municipales, on va aux archives départementales, on va à la DRAC et tout pour retrouver. Et là, c'était génial parce qu'ils ont commencé à Tain-l'Hermitage, ensuite ils sont partis à Bordeaux, ensuite ils sont partis en Bourgogne. Et en fait, on a retracé une sorte de petit itinéraire, parce que c'était une boîte familiale, donc de génération en génération. Et ça leur a donné une légitimité sur chacun de ces marchés-là. Et des gens en interne, après, ils ont fait ça pour tous leurs commerciaux. On a raconté toute l'histoire aux commerciaux. On a dit, mais on ne savait pas. On ne savait pas qu'on avait été en Bourgogne, alors que c'était quand même une grosse filiale pour la boîte. C'était passé à la trappe parce que ça va très vite avec les cessions de boîtes. Non, mais c'est encore plus intéressant que la boîte qui rachète, en plus, elle a toujours un problème, surtout si c'est quelque chose d'humain et une activité très humaine, elle a toujours un problème de légitimité. Et tout à coup, la boîte qui rachète fait « Et en plus, je vous apporte votre histoire, les gars. Et non seulement je vous respecte, mais je fais plus que vous respectez. Je vous en apprends sur vous-même et je m'inscris là-dedans. » C'est extraordinaire. Il faut que toutes les fusions-acquisitions fassent ça. Ah, ça serait canon. C'est toujours un gros sujet. Surtout quand là, on celle fait, auquel je pense, si on pense celle du moment, la Veolia Suez, alors pour le coup là, sur Suez... Là. Ouh ouais, on viendra après, parce que là, pour l'instant, c'est un peu chaud. Mais tu sais, juste parce que je me souviens très bien, pardon, je vais la faire très très courte, mais Gérard Mestralet, donc la compagnie du canal de Suez, parce que c'est quand même ça, qui est intégrée à un moment dans, je me gourre toujours, Générale ou Lyonnaise des Eaux, je crois que c'est la Lyonnaise des Eaux pour Suez, et qui ressort en banque. Et quand Gérard Mestralet, à l'époque, patron donc de ce qui était Suez et puis qui est devenu GDF Suez, était pris à partie par des actionnaires, parce que... Mais il était comme ça, il accrochait la table. Mais vous savez d'où on vient ? Ouais, c'est ça. C'est hyper fort. Hyper fort. Ouais, c'est hyper fort. Non, mais ça donne effectivement une légitimité, un ancrage, une crédibilité qui est fondamentale. Bon alors, Pauline, on fait blabla, mais mémoire des entreprises face au Covid. Donc, oui, ça c'est l'actu. Voilà, ce que tu as décidé de faire, c'est enregistrer des dirigeants, c'est ça ? Oui. Ça, c'est effectivement notre actualité. C'est la prise de conscience du premier confinement, mars l'année dernière, où le coup près tombe. On est tous chez nous, assignés à résidence. Et là, on se dit, on est en train de vivre un truc exceptionnel. Et comme vous le disiez, on est des historiens, on est des chartistes, on est des historiens de l'art. On s'est dit, nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de créer les sources d'archives de demain. C'est de se dire, ce moment qu'on va vivre, il faut qu'il reste dans l'histoire. Et l'histoire, elle dépend des traces qu'on en laisse. Et donc, donc on s'est mis en musique. Il y avait cette obligation. On était allé voir les archives nationales. Alors, il y a une branche des archives nationales qui s'appelle les Archives nationales du monde du travail, qui est à Roubaix, donc qui dépend du ministère de la Culture. Et on leur a dit, écoutez, il faut qu'on documente ça. On va faire l'histoire de la décision à travers la mémoire des dirigeants. Est-ce que ça vous intéresse ? Alors qu'ils étaient tous chez eux, c'était non essentiel, tout était fermé. Ils ont dit, c'est génial, on prend. Et donc, on s'est dit ensemble, maintenant, il faut que ce soit faisable. Nous, ce qu'on fait, c'est un service d'intérêt général. Donc, ce sera un don. Et donc, on a rassemblé ensuite des partenaires. Il y a des mécènes. Il y a KPMG qui nous accompagne en tant que mécène. Il y a l'Observatoire B2V des mémoires également. Et puis, il faut qu'on tire des enseignements de ce qu'on est en train de vivre, de tout ce que les patrons vont nous donner. Et donc, le SCP. Ce partenariat, le SCP, c'est les chercheurs. C'est l'école. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. L'école de management, et c'est des chercheurs derrière, c'est des enseignants-chercheurs qui vont pouvoir
prendre la matière et commencer pour maintenant à tirer des enseignements. Alors, c'est ma première question. Donc, combien tu en fais des entretiens? 40 40, oui, on en est à 42, ça nous a un petit peu... Voilà. Des SBF 120, plutôt des grands patrons, lourdes responsabilités. On a commencé par des gros, en se disant, c'est le rêve d'aller voir tout le monde, mais à un moment, il y a aussi une limite de moyens. Et donc, les gros, on a 40 dirigeants, CAC 40, ETI. ADP, Nexens, Pierre et Vacances, Renault, Sodexo. Total, et Pouyanné, il vous a... accordé une demi-heure. Ils sont super, parce que c'est vraiment eux un don qu'ils font aussi à l'histoire. Ah oui, mais ça prouve aussi l'importance. Eux-mêmes ont conscience. Complètement. Parce que pour que Pouyanné vous donne une demi-heure, j'aimerais bien qu'il me la donne. Non, mais c'est vrai qu'on a été... Il y avait un peu un pari, de se dire, est-ce qu'ils vont avoir la disponibilité pour nous donner leur témoignage. Et en fait, on a été très agréablement surpris. Ils ont vécu un truc qui était tellement dingue. Ils ont été très fiers de leurs équipes. Ils ont mis en œuvre des choses inhabituelles et ils se sont dit, il faut que ça reste dans l'histoire. Ils ont vraiment été sensibles à la démarche. Et donc, effectivement... 30 minutes, parce que, je pense que tu voulais plus, mais c'est pour justement avoir leur disponibilité. C'est pour avoir de la disponibilité, c'est parce qu'on était sur un sujet très précis qui était l'histoire de la décision. Donc, il y a une dizaine de questions, c'est les mêmes questions pour tout le monde. C'est ça, c'est normé et scientifique. Oui, c'est normé. Le but, c'est vraiment de créer de l'archive. Et là, ce qu'on réalise, c'est une campagne d'archives orales. Donc, ça a été normé au début méthodologiquement dans le questionnaire, qui est le même pour tout le monde, sur le choix de la thématique, et puis normé derrière dans l'analyse, parce qu'on fait des trucs archivistiques, donc des fiches chronothématiques, des fiches témoins, des fiches enquêteurs, pour que ça devienne vraiment une archive, et quand vous allez avoir le chercheur qui va se mettre dedans, il sache, ok, donc ça a été interviewé par machin associé de KPMG, par exemple, et donc il peut y avoir un biais dans l'interview, mais ça, l'historien doit le savoir. Ça a été fait à tel moment et à telle date. Donc, à telle date, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour Total? Chute du prix du baril, machin. Voilà, pour qu'il puisse avoir les éléments de contexte qui font qu'il va pouvoir étudier le témoignage et en ressortir vraiment quelque chose. C'est ce qui le distingue avec une interview qui va être intéressante aussi pour l'historien, mais qui ne sera pas... Bien sûr, mais... tu dis ils vont pouvoir s'en saisir tout de suite. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 30 ans les archives, normalement. Celles-là ne sont pas soumises... En termes de disponibilité. Oui, en termes de disponibilité. Il y a un gros boulot qui a été la gestion des droits d'utilisation de ces témoignages. Et on a donné le choix à chaque dirigeant. Et donc, il peut soit tout de suite céder son témoignage, soit le céder uniquement en salle de lecture. Donc, il faut aller à Roubaix, et voilà, c'est plutôt une démarche d'historien, soit le garder confidentiel pendant 25 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, selon le Code du patrimoine, c'est le secret des affaires. Donc, mais vraiment, à notre aussi grand bonheur... Qui le garde au secret pendant 25 ans? Non, ça, on ne vous le dira pas. Mais par contre, j'ai fait le petit calcul pour m'amuser. Il y a plus de 90% qui ont dit tout de suite. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends aussi que, par exemple, j'en sais rien vraiment, mais je vois dans ta liste Renault, à un moment où c'était doublement compliqué pour eux. Voilà, peut-être que lui, il dit... en tout cas, s'il est sincère, je pense, s'il est sincère avec toi... Il a dû dire, laissez ça de côté un petit peu quelques années. Et c'était bien, effectivement, comme vous le dites, de pouvoir donner cette voix à la sincérité et à l'authenticité. C'est ce qu'on va rechercher. C'est ça. Donc, ils n'avaient pas le questionnaire en avance, donc ils avaient la possibilité de rendre le truc confidentiel. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que ça fasse date, quoi. Et donc, très vite, tu dis grande fierté. Moi, j'ai posé la question, puis maintenant j'ai arrêté, mais à chaque fois, je posais la question, pareil, aux grands patrons, quand même, ceux qui avaient des très lourdes responsabilités. Qu'est-ce que tu as appris? Et tous, c'était sur les possibilités d'agilité d'une organisation humaine qu'ils ne soupçonnaient pas. C'est ça qui ressort aussi. C'est ça qui ressort. Et ce qui ressort aussi, et ce qui était assez étonnant, inattendu, comme nous le disait Jean-Philippe Bouillot, chercheur à l'ESCP, c'est qu'en fait, ça a été une phase d'accélération. Là où on se dit, tout le monde a été stoppé, potentiellement, il y en a même certains qui ont dû fermer, arrêter leurs usines. Quand on parle de hauts fourneaux pour le groupe Pochet, c'est des choses lourdes. Mais en fait, ça a été aussi une occasion d'accélération parce que des choses qu'on pensait inamovibles, ont été obligées de bouger. Des process logistiques, des process de fabrication. Voilà, on a été obligé d'approvisionnement, on a été obligé de faire autrement. Et donc, on a trouvé d'autres solutions qui vont perdurer. Donc cette agilité, ça a été très, très fort. Et cette accélération, c'est aussi des clients, des témoins qui nous ont dit on a fait le ménage dans notre portefeuille client. En fait, il y avait une question de survie. Donc, il y a un moment, on est obligé d'aller à l'essentiel parce qu'on ne peut pas approvisionner tout le monde. C'est dur, mais il faut choisir. Mais en fait, le choix qu'ils font, qui est un choix stratégique qu'ils font maintenant, c'est aussi tout ça de gagner pour la suite. Donc, voilà, ce genre d'accélération, M. Pouyanné nous en a fait part aussi. C'est des éléments importants. À partir du moment où on a une structure qui est bien gérée, qui est bien organisée, que la crise est gérée, le dirigeant, il maintient le cap, il maintient sa stratégie, et là, il peut aussi accélérer dans cette phase. Donc ça, c'était assez inattendu,
en termes d'apprentissage. Et puis cette grande fierté, il y a vraiment des dirigeants qui ont témoigné en disant mes équipes m'ont bluffé. Et là, c'est toute l'émotion qui remonte, toute la fierté, et aussi les choix d'une organisation le plus décentralisée possible, le plus proche du local possible. Parce que dans les groupes internationaux, la réaction qu'il faut avoir en Chine, et puis ensuite en Italie, puis ensuite aux États-Unis, avec tout à fait. En cascade, c'était difficile, quoi. Donc c'est le local qui prend des décisions. On attend le bouquin, il faudra faire un magnifique bouquin avec tout ça, non On va y réfléchir. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y a une journée d'études là, qui est organisée à l'ESCP en mars. Par Jean-Philippe. Et là, il va faire signe à quelques amis chercheurs. Lui est spécialisé en sociologie, tous ceux qui sont spécialisés plutôt en management, pour tirer des enseignements de tout ça. Est-ce que ce sera des articles? Est-ce que ce sera un bouquin? Est-ce que ce sera... On verra, mais effectivement, on a assez envie de le lire. Oui. L'histoire et les entreprises, les amis. Donc, Pauline Leclerc, perle d'histoire, notre invitée sur Bismart.